Donc, préparation de match. Euh, on va se marcher. Eh oui. Donc, vous avez un peu mon background. J'aime présenter ça parce que j'ai monté ça il y a quelques années. Vous avez le tout qui est Jean-François Leblanc. Donc, Jean-François Leblanc, je travaille à Hockey Québec comme directeur des programmes et des formations, anciennement entraîneur, j'ai travaillé à l'initiation aussi. Vous avez un parcours professionnel qui m'a amené à plein d'endroits. Vous avez mon parcours de coach complètement à droite que j'ai commencé il y a 25 ans. J'ai eu mon premier club, j'avais 13 ans, un Pee-wee B à Waterloo, un petit village où j'ai été élevé. Et puis, j'ai un parcours là, qui a progressé à l'intérieur des différentes franchises, structures, à l'intérieur de l'associatif, du scolaire. Et depuis environ 12 à 15 ans, là, je suis dans les ligues provinciales, là, que ce soit le hockey collégial masculin, collégial féminin, junior 3. Et cette année, je suis un recruteur pour les Foreurs de. Vous avez aussi du côté gauche mon parcours sportif. J'ai eu certains avantages physiques qui m'ont permis de pouvoir performer dans plusieurs sports. Et l'ensemble de ces sports-là m'ont influencé comme coach. L'ensemble de mes professions m'ont influencé comme coach. Donc, c'est ce qui fait en sorte que la photo que vous allez avoir aujourd'hui, c'est vraiment celle de Jean-François Leblanc. Je ne prétends pas avoir le meilleur renseignement pour vous aujourd'hui en lien avec la préparation de match, mais vous avez, après 25 ans de carrière, des études professionnelles, sportives, le maximum où je vais aller. C'est là où j'aime amener mes athlètes. C'est comme ça que moi, j'aime faire les choses. Si c'est pas votre cas, parfait. Je dis toujours que quand on suit une formation, l'important, c'est d'aller chercher une espèce de petit 10%. Ben, si vous allez chercher justement ce 10%-là avec moi aujourd'hui, tant mieux. Si ça peut vous permettre d'aller un peu ailleurs, on va pouvoir voir où est-ce qu'on va pouvoir aller avec ça. Donc, mon but aujourd'hui, dans les 55 prochaines minutes, c'est de répondre à ces 5 questions-là avec vous. Donc, c'est quoi une bonne préparation de match? Parce que juste en parlant de préparation de match, chacun va avoir sa définition différente. Pour moi, ma préparation à moi, quand je suis un coach junior 3, ma dernière expérience l'année passée, ben moi, ça commence 1, 2, 3 journées avant. Donc, tout ce qui est la préparation contre l'équipe que je vais affronter, toute la préparation de mes entraînements qui vont m'amener à être où je veux être lors du match. Que ce soit la préparation de l'ensemble des outils que je vais vous présenter tantôt pour un niveau haute performance. Je vais préparer ça la veille pour arriver à mon match puis avoir la tête complètement euh, dédiée à mon match. Fait que ça, c'est une des premières parties qu'on va faire tantôt, répondre à cette première question-là. Pour vous, c'est quoi être préparé? Vous l'avez peut-être déjà vu dans les 2, 3 premières minutes. Je suis quelqu'un qui est ultra préparé, beaucoup préparé parce que j'aime ça que ma tête soit à la bonne place au bon moment quand c'est le temps de prendre la bonne décision. Si ma tête avait revole dans tous les sens, peut-être que je vais avoir de la misère à assurer de prendre la bonne décision. Mes outils, donc, quels sont vos outils pour travailler? Je vais vous présenter certains des miens tantôt. Quelles sont vos attentes envers vos joueurs aussi quand on parle de préparation? Donc, est-ce que vos joueurs sont au courant de ce que vous allez leur demander lors d'une pratique, lors d'un match en lien avec leur préparation? Ça serait important de voir, est-ce que vous êtes capable de répondre à cette question-là? Et finalement, bon, une préparation pour qui? Parce que cette préparation-là n'est pas seulement pour un entraîneur-chef, c'est pour tous les intervenants qui sont autour de l'équipe. Ça peut être autant pour tous vos parents qui sont autour de vos équipes et pour tous vos joueurs, évidemment. Ça va être une des dernières slides. Donc, voici le plan de match pour la préparation d'avant-match. Désolé, je vous donc, on va séparer ça en 8 points qui vont aller plus ou moins rapidement. Félix, si tu attends à qu'on change de point pour amener des questions, pas de problème, on pourra rester dans cette thématique-là. Sinon, on ira vers la fin répondre aux différentes questions. Donc, vous avez les 8 différents thèmes que je vais aborder tantôt. Aussi, la manière que j'ai un peu structuré mes idées pour amener la préparation, comme on a dit tantôt, c'est beaucoup préparation de match, saison versus série, versus tournoi, versus championnat. Donc, j'ai essayé de faire une espèce de 3 niveaux de préparation. Un niveau récréatif, un niveau compétitif, puis un niveau haute performance. C'est sûr que ce que je vous présente, mon expérience des 10, 15 dernières années est très dans la haute performance. Fait que ça, je me suis fait une tête sur si j'avais une équipe à mon fils à coacher demain matin, euh, qu'est-ce que je ferais comme préparation? Parce que mon fils ne joue plus au hockey maintenant, il joue au baseball, je coach son équipe et j'ai une préparation de quand même haut niveau pour son équipe simple-là. Ça reste que je suis un coach comme ça. C'est dans mon ADN de coach.
J'aime ça être préparé. Je suis jamais pris au dépourvu. C'est pour ça que je suis confortable comme ça. Donc, c'est les trois niveaux dans lesquels je vais passer, puis on va revenir sur cette slide-là complètement à la fin. Donc, premier l'élément de préparation administrative et règles de jeu. C'est souvent là où les entraîneurs vont passer droit. Donc, est-ce que vous lisez le règlement administratif de Hockey Québec, le super livre de 200 pages, le règlement de jeu de Hockey Canada, pour savoir qu'est-ce qui est applicable dans quelle situation? S'il y a des gens parmi vous qui sont peut-être des officiels, parfait. Normalement, les officiels vont le lire de façon régulière, mais la majorité des coachs n'ont pas cette habitude. C'est quand même bon, chaque année, 2 ans, de prendre une lecture de ces règlements-là pour savoir qu'est-ce qui est différent d'année en année, mais aussi dans les ligues, parce que des fois, on a des règlements de hockey, Hockey Canada, qui sont renchéris par un règlement de ligue qui va être modifié lors d'un règlement de tournoi. Donc, c'est important de savoir qu'est-ce qui est applicable au moment de votre partie. Donc, lorsque vous allez en tournoi, d'avoir le livre de règlement du tournoi et de pouvoir comprendre, bon, c'est quoi mes time-outs, c'est quoi le temps d'arrêt, les types de jeux possibles, si ça va en prolongation, qu'est-ce que je fais. Ça va tout influencer un peu votre manière de gérer votre match, votre manière d'aborder ces matchs. Donc, c'est important de connaître les grandes lignes, de bien les communiquer à votre équipe avant les matchs. Par exemple, un niveau comme le scolaire cette année a accepté de jouer avec un règlement qui n'était pas usuel dans leur ligue. Fait en désavantage numérique, l'équipe en désavantage n'avait pas le droit de dégager de la rondelle. Donc, la majorité des équipes de cette ligue ne jouent pas avec cette règle-là, mais dans le tournoi, ils devaient jouer. Et la majorité des équipes n'ont pas pu pratiquer ça de façon d'avoir une certaine habitude de pouvoir jouer cette règle-là. En saison. Donc, ils sont arrivés en tournoi, go, tu joues ça. Fait que ça fait 10 ans que tu dégages la rondelle en désavantage numérique. Là, tu peux plus. Fait qu'il y a des équipes qui ont été à l'avertissement, à la punition, d'autres qui se sont ajustées. Mais comment on prépare une équipe à jouer un règlement aussi différent que celui-là, par exemple? Donc, ça fait partie de notre préparation d'entraînement, mais aussi avec nos joueurs, notre équipe, de faire des rappels. On va revenir à ça un peu plus tard. Et puis finalement, bon, je l'ai dit tantôt, les différents types d'événements qui peuvent se passer durant une saison vont influencer votre lecture, les règlements applicables et comment vous allez aussi gérer votre équipe à ces événements. Donc, vous avez par la suite la communication intra-équipe. Donc, j'essaie d'y aller vraiment chronologique là, dans ma manière de faire. Les différentes plateformes, j'en ai mis plusieurs là. Euh, Junior, collégial, les joueurs, ça va plus être des textos, ça va plus être des plateformes de communication web, mais je parle directement aux joueurs, je parle pas nécessairement aux parents. Si encore là, je fais un parallèle avec l'équipe de baseball à mon garçon, il y a une page Facebook où tous les parents sont connectés, fait qu'on s'assure que l'ensemble des familles a le message pour mettre les différentes publications en lien avec les événements. Donc, d'avoir une plateforme qui touche toutes les familles. Puis là, après ça, si papa, maman, grand-papa, grand-maman sont pas toutes là, ça sera à la famille de diffuser le message. Là. Votre rôle, vous, c'est de rejoindre le maximum de gens en le moins d'efforts possible. On ne veut pas dédoubler les tâches à faire, mais d'avoir une plateforme de communication qui peut être utilisée. Puis vous avez dans le bas là, certaines applications maintenant qui font aussi la job pour les équipes. Il y a certains frais, des fois, qui sont afférents à ce genre d'utilisation-là, mais ça peut être très avantageux d'avoir ce type de plateforme-là pour faciliter les communications et les changements de dernière minute. Évidemment, bon, la majorité d'entre vous le font déjà. C'est quoi l'heure, l'endroit du match? Est-ce que c'est quoi l'heure souhaitée d'arriver? Ce qui est toujours important, ça fait partie de vos attentes. Normalement, ça va même faire partie de vos règlements d'équipe. Si jamais il y a un joueur qui n'arrive pas à temps, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ça se pourrait être déjà planifié d'avance dans votre rencontre de parents de début d'année, de milieu d'année. Vous en avez parlé normalement. Les parents s'y attendent. Si jamais il se passe un événement de force majeure, on peut comprendre, mais c'est souvent les mêmes familles qui arrivent en retard. Vous faites quoi pour l'équipe? Puis ça va avoir quoi comme influence sur votre gestion de match éventuellement? Parce que ça vient un peu mélanger, perturber votre préparation d'avant-match. Donc, leur souhaiter la présence des joueurs, donc d'avance de savoir est-ce que j'ai tout mon line-up, je suis -1, je suis -2, je suis -3, est-ce que je vais avoir besoin de faire appel à des joueurs affiliés? Donc, cette communication-là, plus elle est d'avance, 3, 4 jours d'avance, plus elle est favorable à ce que vous puissiez vous préparer en fonction du match à l'intérieur de vos autres obligations familiales, de vos heures de travail personnelles aussi, professionnelles. Mais
on comprend tous qu'on a des jobs à l'extérieur du hockey. Là. Fait qu'il faut faire ça à des moments, euh, les moments opportuns. Donc, plus on se prépare d'avance, mieux ça arrive. Ça n'empêche pas l'imprévu, mais ça aide. Puis finalement, des besoins spécifiques, par exemple, l'habillement des joueurs. Si vous avez une thématique particulière pour ce match-là, de pouvoir l'inclure rapidement, en parler d'avance, c'est assez le temps, on permet aussi de se préparer. Mais cette communication-là, être équipe, vient un peu pallier à tous ces besoins. Félix, est-ce qu'on avait des questions après les deux premiers? Ça a l'air de bien aller, j'ai vu les dates disparaître. Ouais, non, c'était plus par rapport au nom là, que des questions sur la Super. préparation. Super. Donc, n'hésitez pas encore à passer par le Q&A si jamais vous avez des questions. Si je vais trop vite sur certains points, je vais ralentir quand on va arriver dans les points un peu plus bas aussi. Donc, vous avez le troisième élément qui est la préparation de votre alignement. Tout le monde le fait, que ce soit un format papier, un format web, un format étiquette, peu importe. Je vous ai mis la règle de Hockey Québec, la règle des joueurs affiliés qui vient des règlements administratifs de Hockey Québec 3.6.6. Qui, dans le fond, oblige les équipes à fournir des joueurs à l'équipe du niveau supérieur. Si vous descendez au niveau C, donc à l'intérieur d'une association au niveau simple, il n'y a pas cette obligation de fournir. Donc, il faut vraiment s'arranger. L'équipe va, le joueur de provenance, d'où provient le joueur que vous vouliez appeler, s'il y a une pratique, s'il y a un match, pourrait refuser. Donc, ça, c'est déjà prévu dans les règles, mais normalement, on peut lire. On a l'obligation de fournir, parce que ça fait une cascade. Et puis, on laisse le temps à chacune des équipes d'avoir un 24 heures pour se virer de bord, pour être sûr que tout le monde joue avec un bon nombre de joueurs aussi. Donc, faites attention à ça. Faites attention aussi que si vous faites venir des joueurs affiliés dans vos matchs, normalement, vos joueurs affiliés devraient être aussi impliqués lors de vos entraînements pour avoir un peu, s'ils ne vont pas à la même école, si ce n'est pas nécessairement les mêmes jeunes, les mêmes niveaux d'âge que ceux que vous entraînez, à ce moment-là, ils vont pouvoir savoir qui vous êtes, qui les autres joueurs sont, diminuer leur stress à eux autres d'arriver juste pour un match. Peu importe le calibre, qu'il soit simple, double, triple lettre, on essaie de les introduire et de les utiliser. Donc, on ne va pas venir un joueur juste pour faire venir un joueur, on les utilise sur une base régulière. Ensuite, niveau 4, matériel nécessaire. Vous avez le strict minimum dans mes points à gauche. Donc, des gourdes suffisantes pour l'ensemble des joueurs et aussi en volume suffisant pour ne pas être obligé de se promener, d'envoyer un papa, une maman aller chercher de l'eau en milieu de la partie pour en ramener. Donc, d'essayer d'avoir un volume suffisant pour ça. Rondelle, même chose, pour avoir un échauffement de qualité, d'avoir assez de rondelles, mais pas trop non plus, pas le bucket d'entraînement, mais juste assez pour avoir un échauffement qui a du sens. Euh, Au niveau des chandails, c'est pas toutes les équipes qui ont deux chandails. Si c'est pas votre cas, lorsque vous êtes à la maison, c'est vous qui allez être obligé de changer de chandail si les deux couleurs sont similaires. Donc, est-ce que vous savez, dans votre propre aréna, où se situe le deuxième kit de chandail des dossards ou comment y avoir accès rapidement pour pas affecter votre temps de jeu? Donc, ça, c'est des questions qui se posent relativement rapidement en début d'année, surtout si vous êtes nouveau comme entraîneur, mais de savoir où est-ce que je vais chercher ça. Finalement, je dis coffre d'équipe, mais ça peut être des trousses, ça peut être, il y a différents formats. Là. Puis là, vous avez ma photo de la droite là, qui est une préparation une équipe junior. Là, c'est énorme la quantité de stock qui part. Fait que nos équipes, dans la majorité, vont être situées entre la photo et les trois petits points que j'ai mis là. Donc, des cadenas pour assurer là, de barrer les portes là, de façon sécuritaire, tableau de glace pour l'utilisation en match hors glace. S'il n'y a jamais dans la chambre, il n'y en a pas. Ça arrive dans cette là. Et finalement, la trousse de premiers soins qui est obligatoire pour chacune des équipes. Donc, cette trousse-là, normalement, va vous être fournie par votre association. C'est une trousse de base. Il y en a une dans l'aréna aussi. Euh, mais c'est important qu'elle soit à jour et que vous remplaciez le stock à l'intérieur si jamais vous en avez besoin. Euh, Puis là, je fais une petite parenthèse, je vais sortir de mon mode de présentation. Euh, Parce que dans la préparation, on veut aussi se dire intervention lors du match. Et là, je ne parle même pas d'intervention au niveau du hockey. Si jamais il y a un blessé, est-ce que la majorité d'entre vous ou la totalité d'entre vous a un plan d'action en cas d'urgence d'établi et très précisément, là, pas ouais, ouais, on sait ce qu'on va faire, on a déjà parlé autour de la huitième bière au dernier tournoi, mais plus qui va être la personne qui va aller appeler lorsque vous allez en tournoi? Est-ce que vous êtes assuré que le 911 rentre
dans cette aréna-là, dans cette ville-là. Oui, il y a des villes au Québec où le 911 ne rentre pas. Donc, c'est important à savoir, surtout si vous allez dans les régions un peu plus éloignées. Euh, donc, la personne d'appel, la personne d'intervention, est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est un thérapeute? Est-ce que c'est le préposé à la santé et sécurité qui a suivi son HU en début d'année qui va intervenir? Est-ce que cette personne-là est apte à faire tout type d'intervention ou c'est vraiment juste la personne qui va sauter sa glace puis va appeler quelqu'un d'autre? Des fois, on a un papa, une maman qui est dans le domaine hospitalier qui pourrait très bien répondre à l'exigence d'aller sur la glace pour diagnostiquer on leur lève tout ou on leur lève pas le jeune qui est blessé. Euh, donc, payer personne de contrôle, qui est la troisième personne du PACU, qui va gérer un peu les estrades, qui va gérer, si, mettons, il y a un arrêt, s'il y a une ambulance qui arrive, ramener les jeunes vers les vestiaires. Donc, c'est important, c'est les trois grosses bases du plan d'action en cas d'urgence. Est-ce qu'il a été réellement planifié? Est-ce que ces gens-là sont tout le temps là ou quasi tout le temps là lors de vos matchs pour pouvoir l'appliquer en cas de besoin? Parce que si on attend qu'il se passe réellement quelque chose, c'est souvent là où on a des problèmes, puis je veux pas nécessairement que ça arrive. On a vu avec le temps énormément d'accidents malencontreux, mais quand les gens autour sont bien formés, qui savent qui aller chercher, ben à ce moment-là, on diminue de beaucoup les risques de problématiques à long terme sur les gens qui ont été impliqués. Euh, puis je ne voudrais pas que ça vous arrive parce que moi, ça m'est arrivé comme coach, j'étais obligé d'intervenir rapidement. Puis heureusement, il ne s'est jamais rien passé de très grave. Je suis très content. Mais c'est bon à avoir cette réflexion-là. Qu'est-ce qui se passe si donc, je retourne vers la présentation. Euh, donc, beaucoup d'équipes vont avoir des coffres d'outils, par exemple, là, de différents formats. Là, il existe plusieurs personnes. Euh, donc, on peut vraiment ajouter puis partir un peu plus pour pallier des possibles problèmes. Des deuxièmes kits de lames, des cache-coups supplémentaires, des coudes supplémentaires, les éléments que les gens oublient souvent, des lacets, du tape pour pallier. Euh, ça peut être le fun à avoir. Ça peut être le fun que l'équipe contribue à avoir un coffre bien garni. Euh, mais vous, comme entraîneur, vous devez avoir la place pour le traîner. Des fois, il y en a qui ont le gros coffre, le gros coffre à outils 3 étages, là, mais ils ont une Smart comme char, puis ça prend toute leur valise, puis c'est autres qui le traînent toute l'année. Tu sais. Fait qu'il faut faire attention à quelle ampleur on veut donner à ça, mais ça peut être très intéressant d'avoir un kit bien garni pour pallier aux différents problèmes. Finalement, on rentre dans les données un peu plus coaching hockey. Donc, cinquième point, les documents d'équipe. Donc, vous avez à droite là, des illustrations de mes outils à moi que je peux utiliser lors d'un match. C'est sûr que document d'équipe, c'est le premier élément qu'au niveau récréatif, j'ai enlevé. Donc, tous les autres étaient présents à plus ou moins grand volume. Ils étaient tous présents. Celui-là, c'est le premier que j'enlève. Dépendamment de votre équipe, dépendamment de l'expérience de vos joueurs, dépendamment de votre expérience comme coach, vous allez utiliser ou non certains de ces éléments-là. Donc, c'est à vous de voir comment l'utiliser. Peut-être que les 4 points que que je vous ai mis à gauche, là, horaire de la routine, la journée, point clé, plan de match, rappel des jeux et renseignements sur l'équipe adverse. Ben, si j'ai une équipe M11B, je vais peut-être avoir un 8,5-11 plastifié que je peux effacer puis remarquer avec des crayons dry eraser. C'est peut-être bien suffisant. Que mes joueurs ils savent qu'ils doivent être dans la chambre à tel moment, qu'ils doivent s'habiller à tel moment, puis que la game commence à tel moment, où je vais rentrer pour faire mon speech final à tel moment. Ça, déjà là, on les rentre dans une espèce de bain de routine de match. À l'autre opposé de ça, là, vous avez un peu le tableau du coin droit de votre écran là, qui a une routine très spécifique, une routine qui part, celle-là, 1 heure et demie avant. Fait que c'est une arrivée 2 heures avant, une routine 1 heure et demie avant. Vous avez le game plan qui est en haut, différents rappels des situations de jeu. On s'entend que c'est plus du haute performance. On était dans un niveau collégial à ce moment-là. Euh, donc, c'est pour ça que vous avez autant d'informations, mais ça reste des petits points, des petits rappels. Et puis, le niveau compétitif entre les deux, mais là, on peut parler de 1, 2, 3 points clés seulement. Pas nécessairement des points clés par système ou offensif, défensif, unité. On va vraiment plus se s'aider pour permettre aux joueurs d'avoir un rappel. C'est juste vraiment de se souvenir de sur quoi on a travaillé lors de. Donc, si je passe chacun un après l'autre un peu plus précisément, donc horaire de la journée ou routine du match, si je suis en simple lettre, ma routine,
30 minutes avant, on en a peut-être assez. Donc, on va les faire arriver euh, moins d'une heure avant. Les parents vont peut-être arriver, si vous avez du M9, du M7, arriver, vont aider, mais dire, OK, moi, je veux que tous les parents soient sortis à tel moment, qu'il y ait un moment en équipe. Un petit 5 minutes en équipe, 5 minutes pour avoir votre speech final, puis go, on est prêt pour se diriger vers la patinoire, c'est peut-être suffisant. Mais ça amène l'équipe dans une bulle, dans une préparation de match où on va demander à nos joueurs de juste d'éviter les distractions, éviter les discussions de ce qui s'est passé à l'école, rester focusé, c'est parfait. Comme ça, on va pouvoir progresser avec nos différents jeux. Niveau compétition, là, on parle plus d'une arrivée une heure avant. Il va peut-être avoir des meetings de ligne individuelle, euh, d'unités spéciales. On espère que vos équipes, si vous êtes dans l'espace compétitif, vous ayez l'utilisation rotative de vos unités spéciales. Donc, tous les joueurs connaissent tout ce qu'il faut faire à chacune des positions euh, pour pouvoir être utilisés dans le match. Puis vous avez finalement le niveau haute performance. Bon, là, on a 2 heures, 2 heures et quart, 2 heures et demie d'arrivée avant le match, des meetings qui sont pré-planifiés, assez récurrents, là, offensif, défensif, unité, enfin, avantage numérique, désavantage numérique, des rencontres individuelles, une présentation du pre-scout adverse. Euh, c'est des choses qui se font de façon assez récurrente. Puis là, les points clés, il y en a un peu plus, mais les joueurs ont une certaine habitude. Donc, il faut faire cette progression-là si on veut se rendre éventuellement au niveau midget, junior, M18, M20, avec autant d'éléments pour que les joueurs soient en mesure de faire une bonne performance sur la glace. Donc, c'est à vous de voir, vous, entraîneurs, qu'est-ce que vous voulez amener. Euh, c'est lié aussi à ce que vous avez travaillé à l'entraînement. Si, lors des matchs, vous ne parlez plus de ce que vous avez pratiqué, ben, on tourne dans le beurre et on monte pas d'escalier. Donc, on essaie de planifier nos entraînements en fonction des éléments que vous pouvez introduire ou améliorer. Puis après ça, dans le match, on veut y faire référence et les joueurs l'utilisent et utilisent la nouvelle technique et la nouvelle manière de faire que vous essayez d'introduire. Puis à ce moment-là, c'est là qu'on vient ajouter des blocs à notre mur, à notre bloc Lego, pour pouvoir le construire et avancer en tant qu'équipe. Euh, dans les points clés, donc je tantôt, j'essaie de le séparer dans les 3 différents niveaux. 2 points clés pour le niveau récréatif, 2, 3 pour le niveau compétitif, c'est suffisant. Euh, donc, il ne faut pas surcharger non plus nos athlètes dans notre préparation, puis être capable, comme coach, de voir, OK, qu'est-ce que je dois planifier à quel moment? Qu'est-ce que je dois leur demander à quel moment? Ou bien, si vous avez fait le point D, donc l'espèce de format d'analyse de l'équipe adverse, là, de pre-scout, qu'est-ce qui risque de le plus fonctionner de mon équipe contre cette équipe-là? Parce qu'on ne vous demande pas nécessairement de vous ajuster, vous, à l'équipe adverse, parce que c'est toujours de l'opposition de système. C'est plus de savoir qu'est-ce qui risque de le plus fonctionner dans ce que j'ai voulu faire avec mon équipe, c'est ça qui va marcher. Donc, en ayant un peu une accélération, un fast track là, de ce que vous demandez à vos athlètes, vos joueurs, vos jeunes, ben à ce moment-là, vous allez vous donner une chance de battre l'autre équipe parce que vous savez que ce système-là, cette manière de faire, cette habitude-là, va vous permettre d'avoir un avantage sur l'autre équipe. Si jamais vous avez des jeux, donc là, normalement, j'espère pour vous, on parle de compétitif avancé, haute performance, des jeux prédestinés. Sinon, on est plus sur des habitudes de travail. Euh, Puis là, c'est mon chapeau de personne de Hockey Québec qui revient. Euh, Si à des niveaux comme le junior majeur, le budget 3, la Ligue nationale, les entraîneurs focus encore sur les 4 grands rôles du joueur de hockey, porteur, non porteur, chasseur, surveillant. Il n'y a pas un niveau au Québec qui ne devrait pas focuser là-dessus. Tant que vos joueurs ne connaissent pas leur rôle en fonction de si j'ai la rondelle ou je ne l'ai pas et comment le système de support doit être appliqué aux joueurs, ça ne sert à rien d'amener des systèmes de jeu et des patterns de jeu. Parce qu'ils vont suivre une ligne, mais ils ne seront pas capables de lire une situation de jeu. Le joueur de hockey est bon parce qu'il est capable de lire, de l'analyser et de réagir de la bonne manière ou de la manière qu'on lui a demandé de réagir. Donc, si vos joueurs, vous ne rentrez pas dans cette routine-là de lecture, analyse, action, vos joueurs vont seulement devenir des robots, puis lorsqu'ils vont être présentés devant une situation différente, ne seront pas capables de résoudre la solution. Donc, c'est pour ça que comme entraîneur, comme formateur, donc, ce que je vous demande, c'est de réfléchir à votre pratique pour redescendre à peu près tout ce qu'on fait d'un cran. Pourquoi je demande ça à mes joueurs? Pourquoi je veux un échec avant de
tellement mieux. Puis moi, au niveau où je suis rendu, avec le niveau où je coach, je vais être capable d'arrimer, par exemple, des échecs avant sur les jeux en zone offensive. Parce que si je récupère la rondelle, mes joueurs vont être placés de sorte que lors de la récupération de rondelle, ils n'auront plus de déplacement d'une demi-zone à faire pour pouvoir se rendre à la prochaine action. Mais le système de support offensif est construit en fonction de la rondelle par rapport à mon échec avant. Tout est lié dans toutes les zones, selon toutes les situations. Ça nécessite quand même quelques réflexions pour en venir à un point comme ça. Et c'est pour du haute performance. Mais ça a nécessité quand même que pour chacun des systèmes, je le déconstruise pour savoir quelles sont les habiletés collectives, les habiletés individuelles au niveau tactique, et puis les gestes techniques qui doivent être enseignés dans le but d'aller chercher le système au bout. Ça, c'est ce que moi j'ai fait dans ma grande préparation. Tantôt, j'étais un peu cartésien à la base. Donc, c'est des choses que j'aime faire et que j'aime comprendre pourquoi ou qu'est-ce que mes joueurs ont besoin pour pouvoir monter. Mais je vous amène à réfléchir sur votre pratique, de savoir si vous demandez X demande à vos joueurs. Est-ce que vous avez mis tous les blocs avant pour qu'ils puissent être en mesure de pouvoir l'appliquer? Est-ce qu'ils ont toutes les habiletés nécessaires pour pouvoir l'appliquer? Et est-ce que vous les avez pratiquées de façon suffisante? Parce qu'on va introduire, on va donner du volume d'entraînement sur cette habilité-là, puis on va le mettre en situation de match. Le jeu en espace restreint sert beaucoup à ça, à faire ce lien-là entre l'entraînement et la pratique et être capable de l'utiliser avec un court laps de réflexion. Donc, si j'ai pas passé à l'intérieur de ce curriculum-là d'introduction d'habileté avec mes joueurs pour chacun des éléments système, tactique ou technique, ben ça me sert à rien d'aller enseigner des systèmes puis de leur montrer des jeux, puis des patrons de jeux. Mais ce que je vous demande de faire, c'est cette réflexion-là pour enseigner des habiletés qui vont être utilisables dans chacune des situations. Est-ce qu'on a des questions à date, Félix? Pas nécessairement. Non, il y a pas de questions pour l'instant. Ça doit être que c'est très clair. Très clair aux personnes qui comprennent. Un des deux. Donc, le dernier point, donc, document d'équipe, vous avez j'ai mis, bon, c'est dur à lire, là, mais une copie un peu des pre-scouts que je fais là, pour les équipes de haute performance. Là. Mais ça, c'est quelque chose que j'avais déjà commencé à préparer vraiment d'avance. Puis ma préparation va très loin. Là. Au niveau haute performance, je vais tracker les officiels. Donc, quel officiel call quel genre de punition. Donc, si on a des officiels qui sont plus du genre punition de bâton, punition de physique, puis c'est eux que je pense, ben, c'est de l'information qui peut être donnée aux joueurs. Donc, dans ma préparation, je vais jusqu'à d'un tracer les punitions qui sont données par les officiels lors d'une saison, puis d'aller voir qui va nous officier pour un peu guider ma tête sur c'est quoi la tolérance de l'arbitre normalement. Donc, c'est toujours une préparation, ça peut prendre le bord assez rapidement. Mais c'est le genre de préparation que moi, je vais faire. Vous avez un peu les lignes, euh, que celui-là, je pense, pour un niveau universitaire. Là, donc, vous avez les différentes lignes des 20 joueurs qui jouent. En vert, vous avez les joueurs de première année. En jaune, vous avez les top players de l'autre côté. Les différentes notes sur c'est quoi la tendance d'utilisation des joueurs de l'entraîneur. Donc, euh, en regardant la vidéo, on est capable de déceler souvent une tendance. C'est rare sont les entraîneurs qui n'ont pas de routine d'utilisation du joueur. Donc, ça prend du temps, mais on est capable de déceler ça et de pouvoir peut-être contrer ça même quand on est à l'extérieur. Le bloc central, c'est un bloc offensif. Donc, quelles sont les mises au jeu, les styles de jeu en zone offensive que l'équipe va appliquer. Puis, vous avez ça un peu qui va descendre dans la zone neutre, dans la zone défensive, dans les unités spéciales. Quelles sont les tendances jouées par les équipes? C'est sûr qu'à un niveau haute performance, c'est beaucoup plus facile de lire une tendance qu'à un niveau récréatif. Mais il y a certaines tendances qui sont décelées, certaines habitudes de travail qui sont décelées, que vous pourriez avoir et placer dans votre plan de match pour contrer les adversaires éventuellement, par exemple en tournoi. Ça, comme ça. Ensuite, vous avez la carte de l'entraîneur, la game card. Vous avez mon exemple de ma game card là, qui a évolué à travers le temps. Là. Il y a des formats qui sont sur le site d'Hockey Québec dans la portion documents et entraîneurs que vous pouvez prendre, imprimer sur des petits papiers cartonnés. C'est super bon. Euh, il y a des entraîneurs, peu importe leur expérience, qui en ont pas. Peu importe leur expérience, qui l'utilisent en cours de match ou pas du tout. Moi, dans mon cas, la majorité des cases que vous voyez là,
ils vont être remplis, touchés au cours d'un match, mais je l'utilise très peu lors du match. Donc, c'est beaucoup plus la journée même, la veille, que je vais remplir les différents éléments de mon équipe, de l'équipe adverse, les différents plans de match que je veux appliquer. Toutes mes speeches sont préparées. Donc, je veux savoir où aller, comment leur parler, qu'est-ce qui risque de les toucher. Est-ce que mon équipe est shakée les dernières semaines, etc. Je vais tout le placer et préparer ces speeches-là. Très rare, je vais rentrer dans une chambre pour parler aux joueurs sans être préparé. Donc, je vais mettre quelques notes ici et là. Et le reste, c'est des informations que je vais rentrer en cours de match. Lorsque je suis adjoint, j'ai souvent une demande qui vient de mon entraîneur-chef de prendre, par exemple, des face-offs. C'est quoi la tendance des face-offs? Vous avez la boîte complètement en bas à droite. C'est les joueurs de mon équipe versus les joueurs de l'équipe adverse qui gagnent, qui perd ses face-offs dans les différentes zones pour pouvoir avoir un moment donné, droitier comme gaucher, si Thomas contre la petite Valérie, bon, qui c'est qui gagne? À un moment donné, tu changes ta technique, ça marche pas. Euh, c'est comme ça que je le décèle en cours de match si je suis pas capable de m'en rappeler. Donc, euh, même chose pour toutes les rotations. Si, mettons, on prend une équipe qui serait bâtie en 11 joueurs. Comment je fais ma rotation de mes attaquants? Ça ne sera pas toujours mes deux centres. Ça va peut-être être mes deux ailiers gauche qui vont rouler aux deux shifts pendant cette game-là. Donc, de le placer, si j'ai un joueur qui se fait sortir, par exemple, qui que je rematch avec qui pour être sûr d'avoir une rotation équivalente euh, dans mes unités, c'est important. Donc, grâce à cette carte-là, je me laisse des notes qui m'aident à, moi, dans ma préparation, seulement l'écrire, ça fait rentrer l'information, mais aussi, euh, en cours d'année, je me laisse une trace de ce que j'ai fait à chacun des matchs contre chacune des équipes. Si je me fais questionner plus tard, j'ai le sommaire du match, j'ai ma game card que je peux mettre ensemble pour répondre aux questions, parce qu'à un moment donné, quand ça fait 2 semaines que l'événement s'est passé, ça se peut que tu t'en souviennes plus. Moi, c'est le genre de choses que je garde toute une saison pour savoir ce que j'ai fait ou les essais de ligne que j'ai fait. Ça a-tu marché? Ça a-tu pas marché? C'est grâce à ça que je vais le faire. Euh, Puis vous avez, bon, unité spéciale. J'espère que dans la majorité de vos équipes, vous avez une rotation. Dernièrement, dans les équipes plus compétitives que j'ai coachées, ce que j'ai amené comme idée, c'est au lieu d'avoir une rotation, là, ligne 1, ligne 2, ligne 3, euh, qui vont en tour de rôle, pourquoi ne pas demander un système, un patron de jeu, une ligne pour 2 semaines? Même chose pour la deuxième ligne. La troisième ligne, elle, est priorisée lors des avantages numériques. Fait que pendant 2 semaines, tout le monde est utilisé dans 3 situations différentes pour voir un peu comment ils réagissent à différents patrons de jeu, puis dans des rôles qui sont défensifs et offensifs. Fait que ça fait en sorte que peu importe comment tu as joué, peu importe si tu as gagné ou tu as perdu, peu importe que tu as 50 buts ou 0, après 2 semaines, la ligne 1 s'en va dans le rôle de la ligne 2, la ligne 2 dans le rôle de la ligne 3, la ligne 3 dans le rôle de la ligne 1. Fait comme ça, on n'amène pas une rotation qui est très, très, très fréquente. On sont capables de se stabiliser dans un rôle prédéterminé. Ça fait en sorte que tout le monde touche à tout. Puis qu'à un moment donné, quand on arrive en tournoi, quand c'est le temps de prendre une décision, ben, j'ai essayé tous mes joueurs dans toutes les situations à quelques reprises. Ça me permet de dire, parfait, c'est Jean-François qui va aller jouer à cette place-là parce que j'ai le sentiment comme entraîneur que je l'ai assez travaillé, je l'ai travaillé en entraînement, je l'ai vu aller, je l'ai travaillé en match, je l'ai vu aller. Ça fait en sorte que je pense que c'est lui qui peut jouer à cette position-là. Puis le match d'après, ben, ça va peut-être complètement changer ou après le tournoi, ça va peut-être complètement changer aussi. Fait que c'est une manière de rouler, de bien se préparer aussi à être en mesure de faire une performance, peu importe de qualité, que ce soit récréatif, compétitif ou performant, mais d'être capable de bien se préparer dans le but de prendre une décision de qualité envers l'équipe. Donc, Game Card, vous avez un bel exemple là, vous en avez plusieurs. Je vous conseille aussi même il y a des formats Excel là, qui travaillent très, 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 très bien pour montrer vos propres patrons. Là, celui-là, c'est moi qui l'ai monté pour pouvoir aller chercher l'information que vous avez besoin, qui va vous permettre euh, de prendre les bonnes notes puis de prendre les bonnes notes. 6e point, je pense. Vous avez, bon, feuille de match. Je le mets rapidement là. Vous avez les différents blocs de la feuille de match. Il y en a de moins en moins papier, là, mais j'aime ça le mettre là. Qu'est-ce qu'on remplit? Qu'est-ce qu'on va chercher à cet endroit-là? Parce que si j'ai des suspensions, je dois être en mesure de la placer dans le bloc A. Vous l'avez directement là. Ceux qui fonctionnent avec les systèmes web, ça fonctionne pas pareil. Il faut quand même la rentrer, sinon les suspensions comptent pas. Il faut questionner le joueur, es-tu là? La game est-tu encore valide pour l'équipe? Fait qu'on met les suspensions dans le bloc A.
Vous avez dans le bloc B pour les punitions qui sont d'ordre mineur, dans le bloc C, les punitions qui sont d'ordre majeur. Donc, tout ce qui est les punitions avec les codes C qui sont des 10 minutes, D qui sont des extrêmes inconduits de partie et E qui sont des punitions d'extrême, des punitions de match qui sont souvent à plus forte suspension, vont être placées dans la colonne C. Donc, lorsque vous recevez votre feuille, si jamais il y a des punitions uniquement dans B, ben, normalement, il n'y a pas de suspension, peu importe ce qui s'est passé dans le match. Euh, D, on a le pointage et E, votre alignement. Vous ne devez pas oublier de mettre vos joueurs affiliés, capitaine, assistant, dans cette ligne-là, surtout dans les calibres où les capitaines assistants sont ceux qui doivent aller parler aux officiels. C'est pas une obligation pour l'officiel de venir vous parler comme entraîneur. Donc, d'être capable de les utiliser une fois de temps en temps, va demander à l'arbitre telle chose. Fait que, qu'il soit votre porte-parole, c'est pas juste votre meilleur joueur sur la glace, il devrait avoir un C et un A, mais les joueurs qui ont différentes habiletés, entre autres, de communication pour pouvoir être votre porte-parole. Et juste un petit point comme ça, si vous envoyez votre joueur aller parler à l'arbitre, il ne peut pas revenir chanter. C'est une punition pour avoir retardé la partie. Donc, les capitaines assistants qui parlent aux arbitres doivent rester sur le jeu, puis lorsqu'ils reviennent, vous donner l'information s'ils s'en rappellent encore. Puis finalement, bon, le point F, ça, c'est le franc-jeu pour les équipes et les ligues qui jouent avec du franc-jeu. Finalement, j'arrive au dernier bloc, la routine d'avant-match. C'est là où euh, on est capable de bien se préparer pour un match. C'est là où on peut perdre un match aussi si notre équipe a des règles. C'est intéressant aussi d'utiliser cette période-là pour regarder comment notre équipe elle évolue. Donc, si vous avez une routine de 30 minutes, à chaque match, c'est toujours 30 minutes, 30 minutes, 30 minutes, à un moment donné, ça serait peut-être de demander à vos parents d'arriver 15 minutes avant, toute la game, 15 minutes avant, comment vos joueurs vont réagir à 15 minutes pour se changer. Go, 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 dans la chambre, tout le monde s'habille, pas d'activation, on s'en va jouer. Est-ce qu'ils vont bien réagir, mal réagir? Quels sont les caractères un peu plus problématiques qui vont ressortir des joueurs qui sont pris à court, lesquels sont plus évitables. Donc, les changements de routine, ça se teste parce que lorsqu'on arrive en tournoi, en série, en championnat, c'est pas vrai que tu vas avoir exactement le temps prévu que tu as planifié. C'est pas vrai que, par exemple, dans mon cas, qui prend un autobus pour chacun de mes matchs, qu'il ne se passera rien sur l'autobus, que l'autobus ne rencontrera pas de trafic, que peu importe quoi. Fait en créant une, une mauvaise routine, en l'ayant testé, on vient aussi regarder comment vous allez réagir comme entraîneur, votre équipe d'entraîneurs va réagir, comment les joueurs vont réagir, parce qu'à un moment donné, il faut être capable de s'ajuster. Donc, ceci étant dit, je vous présente une routine là, d'un 75 minutes d'arrivée. J'ai été chercher le niveau compétitif là, vraiment en plein milieu des deux. Fait que, à vous de pouvoir voir, est-ce que c'est applicable à mon niveau ou j'en aurais besoin de plus, ou etc. Mais je vous donne rapidement un peu comment je le fais. Donc, pour la machine de niveau, on a l'échauffement directement à l'heure du match, là, un 2, un 3, un 4, un 5 minutes. Fait que ça, je l'ai mis à zéro comme ça. Mais normalement, niveau de performance, vous allez avoir un échauffement préalable à l'heure du match. Donc, ça rentre dans la routine quand même. 2 minutes avant d'embarquer, les joueurs sont prêts, tout l'équipement est vérifié. Donc, si vos joueurs ont leur cache-cou, leur protège-dents et tous les autres équipements qui sont cachés là, d'avance, normalement, c'est supposé avoir été vérifié. Vous le voyez, la dernière ligne, là, mais j'aime ça faire une dernière vérification avec mes joueurs à moins 2 minutes avant d'embarquer. 5 minutes, votre discours. Les joueurs partant, donc l'annonce des joueurs partants est un événement de match qui est toujours le fun, que je pense la majorité des entraîneurs font eux-mêmes, donnent en tâche à quelqu'un d'autre, donnent aux joueurs à faire. Donc, c'est vraiment intéressant d'amener cette espèce de dynamique de routine d'équipe-là. Elle doit être planifiée. Et votre discours, je dirais que les miens le sont. Et c'est pas le temps de partir dans des grandes envolées. On a eu des rencontres, on a parlé à l'équipe dans la préparation. Le discours d'avant-match, il est franc, il est précis, celui-là est de 3 minutes. Donc, on veut aller directement au point. Vous devez faire ça, vous devez appliquer ça. On veut s'assurer que on va avoir du fun, puis on s'en va jouer. Donc, c'est le discours d'avant-match qui devrait être optimalement dit avant d'y aller. Après ça, vous avez bon, l'habillement des joueurs classique où on va laisser les joueurs entre eux pour s'habiller lorsque vous n'avez pas besoin d'attacher les patins ou autre, là, mais d'avoir le petit moment de bulle où ils peuvent faire n'importe quoi avant d'aller chercher le 5 minutes très, très concentré pour, pour vous qui est votre moment.
J'espère que la majorité d'entre vous, peu importe les calibres, simple, double, triplette, avez des activations physiques préalables à l'échauffement. Donc, ça n'a pas besoin d'être long. Pour du récréatif, ça peut se faire directement dans la chambre, une petite séquence de saut, de jumping jack, des choses comme ça, avant même que l'équipement soit mis. Évidemment, on ne va pas faire ça en patin. Euh, peut être fait. Des routines, des fois, vont aller jusqu'à 10, 15, 20 minutes. Il y a des ball games, il y a plusieurs routines qui peuvent être placées. C'est le fun pour le dynamisme d'équipe. Euh, donc, ça doit être rendu là. C'est le fun aussi de voir avec vos joueurs, dépendant de vos calibres. Mettons, vous avez un M13 2A. Est-ce que vous aimez ça comme ça? Est-ce que vous en avez besoin de plus, de moins de temps, de le superviser pour voir, ben, y a-t-il du niaisage à l'intérieur de cette activation-là, où les joueurs le font avec un certain respect puis un certain sérieux. Donc, de jouer avec ce moment-là pour être sûr qu'il est optimal. On veut pas qu'il soit trop long, puis on veut pas qu'il soit trop éloigné de l'échauffement. Donc là, on est à 35 minutes de l'échauffement. C'est juste correct. On est sur le bord de la limite. Là. À partir du moment où on est 40 minutes avant la glace, là, ça commence à être euh, une activation un peu pour arriver. Puis dans la routine que je vais placer là, bon, vous allez avoir des rencontres d'équipe vraiment globales. Qu'est-ce que je veux? Là, je vais aller toucher à mes points clés, m'en rentrer précisément dans mes points clés. Rappelez-vous, en entraînement, on a parlé de les rôles de chacun devraient être A, B, C, D. Donc, je vais faire des rappels de ce qu'on a travaillé durant la semaine. Euh, dans la rencontre d'avant, je suis une unité spéciale. Ça va juste être placé, unité pour tous. Tous ceux qui jouent sur les unités. Voici ce qu'on s'attend. Même chose au niveau individuel, par ligne. Là, il peut y avoir des petits caucus avec les différents entraîneurs qui prennent certains groupes pour pouvoir amener l'équipe à se commencer à se préparer 60 minutes avant, être vraiment dans la bulle d'équipe 60 minutes avant. Puis de leur laisser finalement un petit moment, là, 5, 10, 15 minutes pour arriver, jaser de tout et de rien. Regardez leur équipement pour être sûr que tout est là, en espérant que c'est eux autres qui ont fait leur équipement et non pas papa-maman à la maison. Taper leur bâton, c'est là que tu le fais. C'est pas pendant les meetings, c'est pas 4 minutes avant d'embarquer. Prends comme habitude, moi dans ma routine, de faire ça là, à ce moment-là, comme ça, je vois plus le bâton après, c'est parfait pour moi. Donc, euh, ça fait le tour de ma routine euh, d'avant-match, celle que je vais planifier pour les joueurs. Puis, vous avez, j'ai mis une slide parce qu'on a parlé beaucoup de l'entraîneur, du groupe d'entraîneurs. Puis dans tout ce que j'ai dit, c'est comment vous allez séparer ça à l'intérieur du groupe d'entraîneurs. Mais vous avez aussi la routine d'avant-match d'un joueur. Donc, peu importe son calibre, bon joueur, il va rentrer dans la communication, il va le savoir, les parents vont le savoir, vont s'aligner. La préparation de l'équipement fait partie de sa préparation d'avant-match. Donc, amener les joueurs, plus ils progressent à eux-mêmes pratiquer euh, leur, préparer leur équipement. Même chose pour la préparation d'ordre physique, le sommeil, l'alimentation, l'hydratation. Dès le jeune âge, ça reste les sportifs doivent être un peu sensibilisés à un match demain. Couche-toi pas à minuit. Le sommeil est aussi important que l'alimentation dans l'entraînement. Donc, c'est l'espace de récupération. L'hydratation, qu'elle soit avant, pendant, après, est hyper important. Même chose pour l'alimentation. Donc, de faire de la sensibilisation à vos joueurs, est-ce que vous voulez, est-ce que vous voulez pas, vous arrivez en tournoi, qu'est-ce qu'ils ont le droit de manger, qu'est-ce qu'ils n'ont pas le droit de manger. Comment que, en équipe, vous pouvez avoir des repas d'équipe qui ne sont pas nécessairement des repas au restaurant. Les meilleures équipes que j'ai eues, là, les parents s'étaient arrangés pour amener des petits ronds et de la nourriture qui faisait réchauffer dans une salle louée pour l'équipe. Tout le tournoi, l'équipe a mangé ensemble. On est allé, je pense, une fois au restaurant. Sinon, les jeunes mangeaient ensemble. Les parents pouvaient avoir leur repos après pendant que les jeunes allaient jouer à leur mini-hockey ou whatever. Puis il y avait un repas qui avait été préparé par les familles. Fait qu'il y avait quand même une certaine qualité. Ça devenait vraiment intéressant pour la dynamique d'équipe, mais aussi pour le type d'alimentation consommée lors d'un tournoi. Puis ça respectait un peu les attentes que moi j'avais comme entraîneur. De dire, parfait, les joueurs doivent être revenus à l'hôtel à telle heure. Piscine, pas piscine. On se couche à telle heure. Donc, ça permettait de respecter cette routine. Euh, Puis finalement, de rentrer dans la routine de match d'équipe, un peu comme on a fait un peu auparavant. Donc, vous remets en fait cette slide-là des différents niveaux de compétition puis des différentes étapes qu'on a parlé au cours des 45 dernières minutes. Puis de ce que je ferai par je la passerai pour tout, je vais le laisser quelques minutes euh, à l'écran pour que vous puissiez regarder, mais ça vous donne vraiment une belle progression des différents niveaux de jeu et des différents niveaux de préparation. Donc, si vous, dans votre équipe, vous êtes très, très peu préparé, je vous amène à être un petit peu plus.
Si vous l'êtes déjà beaucoup, vous allez pouvoir comparer ce que vous faites avec un peu ce que je vous ai proposé dans les dernières 45 minutes pour voir, y a-t-il des choses que vous voudriez acheter? Y a-t-il des choses que vous faites ou que moi je fais que vous n'avez jamais pensé nécessairement avant, qu'on pourrait ajouter pour avoir un horaire qui est sensiblement bien pour l'ensemble des équipes que vous entraînez. Finalement, en rouge, en bas, je vous mets le plus important. Peu importe la préparation que vous avez là, l'accueil des joueurs est un incontournable. Un entraîneur qui arrive à la dernière minute, ça va ressembler à du dernière minute comme match aussi. Les joueurs sont souvent une copie de l'entraîneur. Donc, en cours de match, les joueurs qui gueulent beaucoup entendent souvent un entraîneur gueuler. C'est quasi automatique comme ça. Quand je supervise les entraîneurs, c'est frappant à quel point les joueurs deviennent une copie des entraîneurs. Donc, si vous aimez avoir une préparation, si vous jugez qu'une préparation d'équipe est optimale, permet une préparation puis un jeu qui risque d'être optimal aussi, rentrez, donnez de l'importance à cette préparation-là, vendez-la à vos joueurs pour être sûr que vos joueuses connaissent l'importance que cette préparation-là a. Et vous devez être là comme entraîneur pour les accueillir, pour pouvoir parler avec eux. Des fois, on voit, il part vite à l'entraînement, il part avec ses parents, il y a quoi qui marche pas. Est-ce que je suis capable de le prendre dans mon 75 minutes, le 15 minutes off, là, en début de routine? Hey, comment ça va? Comment ça va chez vous? J'ai pas eu le temps de te parler à l'entraînement. C'est un beau moment pour essayer de créer un lien, aller chercher de l'information, savoir ce que le jeune vit. Puis à ce moment-là, peut-être ça va changer un peu votre vision de lui, votre vision de son jeu, et puis impacter un peu vos décisions qui vont venir avec aussi. Donc, je vous laisse sur cette dernière slide-là. Vous avez les coachs, tu sais, c'est pas avec les formations de base qu'on se forme. C'est pas avec la présentation auquel vous assistez là que tout d'un coup, demain matin, vous allez devenir un meilleur coach. J'espère que vous allez aller chercher deux, trois bons éléments. Mais vous avez tout ce que je vous ai parlé aujourd'hui, c'est dans ce qui est à droite, le guide de l'entraîneur. C'est un guide que Hockey Québec a produit il y a, on a dit quoi, 2023 ici, 120 rôles et tâches de l'entraîneur. Donc, du camp d'entraînement jusqu'au championnat provincial, on a essayé de pencher plusieurs entraîneurs ensemble sur qu'est-ce qu'on devrait travailler. Donc, ce guide-là est disponible en français et en anglais sur le site d'Hockey Québec. Des fois, ça peut être la peine de juste aller voir qu'est-ce qui est dedans. Si jamais vous avez des membres, commencez dans le hockey, ça peut être la fun. Puis je vous ai mis à gauche 9 de mes lectures des dernières années. Une que j'ai vraiment aimée, Legacy, donc qui parle des All Blacks, une équipe de rugby en Nouvelle-Zélande, et de toute leur dynamique autour de l'équipe. Eux, d'un niveau professionnel, ont vraiment euh, un, un motto là, ou une phrase d'équipe qui est personne n'est aussi gros que l'équipe et eux le pensent pour vrai. Donc, ce qu'on lit souvent dans les livres, c'est sweep the shed, c'est tout le monde va faire toute la job qui est nécessaire pour qu'on soit correct en équipe. Donc, le plus grand leader de cette équipe-là va passer le balai à la fin pour être sûr de remettre et de respecter l'endroit où ils étaient pour jouer leur match. Donc, il n'y a personne qui est trop gros plus que l'équipe et c'est ça qu'eux enseignent chez eux. Vous avez plusieurs autres livres et peu importe la qualité de l'ouvrage, on va tout le temps essayer de voir comment ou questionner un peu notre manière de faire. C'est grâce à ça qu'on évolue comme entraîneur. Je vous ai dit au départ, euh, ça faisait 25 ans que je coachais. C'est les gens avec qui j'ai coaché beaucoup. Il y a énormément de monde de qui j'ai appris, qui n'avaient peut-être pas mon expérience, mais parce qu'ils faisaient différemment, parce qu'eux avaient leur propre expérience, ils m'ont amené ailleurs. Puis c'est comme ça qu'on s'influence mutuellement entre groupes d'entraîneurs et c'est très bien. Il y a plusieurs personnes quand j'ai tourné tantôt les gens, il y a plusieurs personnes avec qui j'ai intervenu, j'ai coaché, qu'on a jasé ensemble. Et autant quand je fais des supervisions ou que je coach avec des gens, c'est des deux côtés à chaque fois. Donc, toutes ces discussions-là, des fois qu'on peut avoir, ou en finissant une pratique, on va aller prendre un café ensemble, on va aller juste jaser, OK, ça peut être le fun de voir comment, pourquoi, qu'est-ce que la personne a amené. C'est comme ça qu'on se développe un coaching staff. J'ai eu la chance, dans mes 25 ans, d'avoir un bon 3-4 gros coaching staff qu'on s'est suivi longtemps. Puis ces gens-là, on s'est challengé, on s'est remis en question, on est revenu, on est allé travailler avec d'autres personnes, on est revenu travailler ensemble. C'est comme ça qu'on évolue comme entraîneur. Puis c'est ça qui forge un peu. Là, vous avez ma vision à moi du coaching, de la préparation d'avant-match. Puis j'espère que ce que vous avez eu comme présentation va vous avoir aidé pour votre saison ou éventuellement pour les différents championnats auxquels vous pourrez faire face cette saison ou dans le futur. Donc, comme Félix l'a dit en début, n'hésitez pas
On va avoir une période de questions, puis je vais rester jusqu'au dernier. Donc, ça ne vous en pas si jamais vous êtes un peu trop timide pour poser votre question par écrit. Je vais rester jusqu'à la dernière personne. Donc, je fais juste, on n'a pas de questions, mais moi, j'en ai pour toi, Jean-François. Des fois, ça dégêne un peu là, les gens. Euh, dans ta préparation, c'est quoi l'importance ou c'est où tu situes tes joueurs blessés, tes joueurs suspendus? Tu leur demandes-tu d'arriver 2 heures aussi avant le match, là? Tu sais, je sais qu'il n'y a pas de recette, mais toi, dans ta mentalité là, de coach, c'est quoi ton approche pour ça? L'équipe se promène ensemble. Fait que, à part, mettons, là, on parle d'un joueur blessé, là, une commotion cérébrale, c'est quelque chose qui a une forte influence sur le caractère de la personne. Je voudrais peut-être pas que la personne arrive aussitôt, là, si, mettons, des grosses blessures à la jambe, les parents ne vont pas arriver 2 heures avant. Ça, je pourrais comprendre. Le reste du temps, t'es suspendu, t'es scratch ou t'as une blessure relativement légère. Tu vas venir avec l'équipe. Si c'est une blessure comme, mettons, une épaule, quelque chose comme ça, tu vas peut-être pouvoir faire une activation si le médecin t'autorise. Fait que tu vas pouvoir participer à la routine d'équipe à la mesure où tu es capable de le faire. Donc, je les ai introduits. Puis lors du match, une fois qu'ils ont fait la routine physique, etc., ils vont contribuer à prendre les notes. Ils vont être dans un bloc d'équipe. Je demande toujours à ces joueurs-là d'être dans les estrades, à l'extérieur des parents, pas de copains, pas de copines, pas de parents. Tu as une tâche à faire, puis je vais vérifier cette tâche-là. Puis si le joueur n'est pas sur sa tâche, ben à ce moment-là, on rentre dans les valeurs d'équipe, de respect, d'implication, de dédication à l'équipe. On va retoucher à ça. Fait que pour moi, c'est important que tu sois sur la glace ou hors glace, que tu sois impliqué dans le match pour aider ton équipe dans la performance que Parfait. Donc, on a des questions qui rentrent là. Bon, selon toi, ce serait, ce serait quoi les types de sanctions qui peuvent être attribuées là, pour le M13? euh, Pour des retards, excuse-moi. c'est vraiment très graduel. Puis ça, c'est vraiment de l'ordre d'une discussion que vous devez avoir entre parents et coach à l'intérieur de votre organisation aussi. Il faut être sûr, faut vous assurer que vos sanctions que vous donniez, l'association les approuve. Donc, ensuite, ça va, que ce soit des sanctions un peu comme au niveau professionnel, que ce soit des sanctions qui soient graduelles. Donc, de pouvoir dire, bon, surtout M13, hein, le trajet en voiture, c'est pas le jeune qui le chauffe, c'est son parent. Mais le parent, dès la rencontre de parents, doit être averti que vous avez cette sanction-là pour telle situation. Fait que, si, mettons, j'y vais graduellement, va être de l'ordre de l'avertissement euh, à fond, le seul levier que vous avez lors des matchs, c'est d'affecter le temps de jeu. Donc, votre deuxième, votre troisième, votre quatrième devrait avoir un lien avec le temps de jeu de courte durée. Puis, à la deuxième, troisième ben, pas avertissement, mais au moment où ça se présente, ben, à ce moment-là, vous retirez encore plus de temps de jeu jusqu'à une rencontre avec l'association ou la rencontre avec les parents, euh, qui pourrait être dans les dernières, selon moi. Vous dites, c'est plate, là, mais même dans du simple lettre, il faut un engagement. Je l'ai déjà fait, j'ai déjà fait en baseball, rencontrer les parents. Moi, je demande telle chose. T'sais, vous êtes impliqué, vous êtes inscrit dans un sport d'équipe. Toute l'équipe se doit d'être là. À cette heure, comment on fait pour fonctionner? Moi, je vais l'appliquer, puis votre jeune jouera pas. Fait que, on va trouver un terrain d'entente à ce moment-là pour pouvoir voir, mais ça va de la discussion avec les parents, puis ça peut être des conséquences qui affectent le temps de jeu. On essaie d'éviter, surtout maintenant, là, dans l'ère où on est, tout ce qui est conséquences physiques, là, des push-ups, des setups, en avant dans des entraînements. Il pourrait en avoir là, dans la mesure où c'est raisonnable et ajusté à l'âge, là, mais c'est ça. Ça serait ma réponse. Puis je pense que tu l'as dit aussi durant la rencontre, là, on parle beaucoup de la communication avec les parents. Donc, la rencontre, tu sais, je pense que c'est important d'avoir une rencontre en début de saison, même un suivi durant la saison, puis de faire part de vos intentions, puis d'être clair par rapport à ça aussi. Comme ça, on élimine les zones grises, puis le fait d'éliminer les zones grises, ben après ça, les parents, ils peuvent, tu sais, c'est difficile d'argumenter. Vous entendez, que vous soyez un parent qui coach, que vous soyez un bénévole externe, vous donnez de votre temps, vous êtes là pour le bien des jeunes. Donc, c'est important de clarifier les situations là, avec les parents en tout temps.
Donc, on a d'autres questions. Il y en a une qui est intéressante, puis Jean-François, là, t'es kinésiologue de formation, là, fait que, à part les jumping jacks, est-ce que vous suggérez d'autres exercices d'activation et est-ce que 5 à 10 minutes d'activation sont suffisantes? Normalement, là, ça prend pas beaucoup de temps. Faire augmenter une température corporelle, là, on est dans l'ordre là, du proche du 5 minutes. Fait qu'il existe beaucoup de jeux physiques que les camps de jour utilisent. C'est des petits sauts, là, c'est parce que j'ai juste les noms de camps de jour en tête, là, les espèces de jeux de cowboy là, où les jeunes sautent, puis il y en a un qui est un cowboy dans la gang, le reste, c'est des je sais qu'on n'a plus le droit de dire ça à faire, mais vous avez en tête l'idée. Donc, saute, puis tire sur quelqu'un, le jeune, il faut qu'il évite la balle. Fait que ça lui fait bouger dans tous les sens, c'est fonctionnel, ça fait échauffer tous les muscles. Fait qu'à un niveau très récréatif, c'est le genre de routine qui peut être fait. On tasse un peu d'équipement, ça se fait à notre place. On n'est pas obligé dans le corridor d'aller faire de la course, puis des line drills, puis etc. Puis ça permet juste d'augmenter la température corporelle en quelques minutes, puis de s'habiller, puis ça va avoir un effet bénéfique sur l'activation, autant physique que mentale, lors de l'échauffement spécifique sur place. Ouais, puis je vais même surenchérir. Tu sais, vous pouvez demander aux jeunes de mettre juste le bâton à terre. Ils peuvent être deux sur un bâton, sauter d'un bord puis de l'autre, faire des petits sauts. Pour de vrai, la créativité, là, oui, les jumping jacks, là, ça en fait partie, mais il y a beaucoup de choses. Il ne faut pas oublier aussi qu'en très, très jeune âge, c'est bon d'inculquer ça, mais un jeune de 7 ans qui va embarquer sur la glace, qui est moins bien échauffé, il n'y a pas autant de risque de blessure que si Jean-François embarque sa glace pas bien échauffée. Là. Fait que, tu sais, c'est toute chose étant à considérer. Euh, Éric Simard, il demande si tu laisses tes joueurs ou joueuses libres durant l'activation d'avant-glace. C'est intéressant, tu en as parlé un peu aussi tu sais, avec le niaisage, puis tout ce qui peut qu'est-ce qui peut avoir lieu. Ça, encore là, dépendamment du type de joueur que vous avez, parce que vous pourriez avoir des M18 puis ils n'ont aucune maturité, puis des M11 avec une très, très forte maturité, mais ça se développe. Fait que de laisser les joueurs, moi j'aimais beaucoup dans des niveaux comme M11, M13, M15, M18, là, les laisser partir, puis d'arriver un moment donné. Fait que tu sais pas à quel moment je vais arriver. Puis si ça niaise, ben, il va y avoir une conséquence dans la manière que moi je vais gérer mon équipe après. Donc, on s'attend d'un certain sérieux. On veut développer une certaine autonomie chez nos joueurs, que ce soit une autonomie de jeu ou une autonomie de préparation, mais il faut leur laisser cette autonomie-là. Puis ils vont se planter avec, puis on va faire une erreur. Je sais pas si c'est juste Je sais pas si c'est juste moi, là, ça a Ça va lagué pas bien, hein? mal. Ouais, Mais c'est de mon bord. OK. Donc, je laisserai Mais une autonomie, mais j'irai ouais. chercher quand même, je leur laisserai un petit moment, là, un petit 2, 3 minutes qu'ils pourraient jouer un mini-jeu entre eux autres, là, voir où est-ce que ça va aller, puis en ont-ils besoin de plus, ou y en a-tu besoin de moins, selon, si ça niaise trop, ben on coupe ça, c'est tout. Puis tu sais, après, on parle beaucoup de groupes de leaders, tu sais, ça peut faire partie, là, évidemment, selon l'âge, mais s'assurer que notre groupe de leaders garde une structure dans l'échauffement. Puis comme Jean-François dit, une fois de temps en temps, un petit check-up, mais tu sais, ça fait partie des responsabilités qu'on peut donner aux joueurs. Puis les joueurs aiment ça, recevoir des responsabilités de l'entraîneur, qu'on soit à n'importe quel niveau. Puis honnêtement, moi, Jean-François l'a dit, là, mais j'ai vu des groupes de joueurs M15 première année beaucoup plus sérieux que du collégial. Là. Fait que, ça fait partie aussi ça fait partie de la maturité du groupe et de l'influence qu'un va avoir sur l'autre. Euh, Annie Fréchette dit, vous n'avez pas parlé beaucoup de préparation mentale avant match, avant tournoi. C'est une bonne question. Euh, Être capable d'aborder un match, d'un, ça se développe, puis ça prend énormément de temps, mais c'est des choses qui se développent autant à l'entraînement que dans nos matchs de saison. Parce que si on arrive lors des tournois avec des emphases d'objectifs, puis de préparation, de visualisation de nos joueurs, puis on n'a jamais fait ça avant, on va peut-être les perdre, on va peut-être les déranger plus qu'il faut.
ça n'aura pas un effet escompté. Donc, pour chaque élément qu'on insère, on veut voir la réaction. Que ce soit technico-tactique, que ce soit physique, que ce soit mental, tout doit être préparé. Euh, Puis, tu sais, on va se le dire, là, un match, c'est un peu comme un examen à l'école. Si j'ai pas fait mon étude, j'aurai pas un bon examen. Fait que, si je l'ai pas entraîné ou je connais pas les réactions qui sont sur ce stimuli-là, c'est difficile à inculquer. Donc, si on va dans l'ordre de la préparation mentale, j'ai eu beaucoup une structure de préparation. En tournoi, je veux savoir qu'est-ce que je fais quand, quelle liberté je leur donne quand. Puis après ça, on va essayer, selon le groupe de jeunes que j'ai, de voir, bon, j'ai-tu besoin d'en faire plus? Puis en tournoi, c'est toujours mon premier tournoi, c'est sûr, je vais avoir des moments avec mon équipe, des rencontres d'équipe, où je vais peut-être essayer de parler d'éléments comme ça, ou d'essayer de voir, OK, aujourd'hui, je vous donne comme objectif tel élément, pour voir quelle va être la réaction. Est-ce qu'ils vont le faire? Ils le feront pas. Ils vont se sacrer de moi. Ils vont aller jouer au mini hockey. Et ils vont écouter juste le parent, pas le coach. C'est toutes des réactions que je veux connaître pour être capable de m'ajuster en plus ensuite puis prendre les bonnes décisions.